Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Henri Bosc, diagonaliste, mais pas que, qui nous fait le plaisir de participer à ce podcast. Bonjour Henri, on se rencontre à la Semaine fédérale et une première question, peux-tu te présenter en 2 phrases et parler d'une diagonale? Bon, donc je suis né le 10 mars 1935 à Montauban, en Tarn-et-Garonne. Et j'ai commencé à faire du vélo très rapidement parce qu'en fait, chez moi, il n'y avait pas de voiture. Donc c'était la seule façon de sortir un peu, de se balader, de faire du vélo. Et petit à petit, après, j'ai découvert, une fois que mon père a eu plusieurs mutations, et la dernière a été à Bordeaux, où on avait comme voisins des gens de la fédération en 1950 qui faisaient partie d'un club, et tout de suite là on s'est mis à faire du vélo avec eux, et j'ai adhéré comme ça directement à la fédération. Voilà. En ce qui concerne les grandes distances, j'ai mis un certain temps quand même à en faire, parce que ce n'est pas vraiment dans ma... Je n'ai pas trop la faveur pour les grandes distances, je préfère les parcours bosselés, les cols, tout ça, plutôt que de faire des heures de vélo. Mais je voulais goûter absolument à tout ce qui existait en cyclotourisme, et donc je me suis dit, je vais quand même faire de la grande distance. Alors, la première diagonale que j'ai faite, c'est Menton-Hendaye, je l'ai faite seule, en ayant pris connaissance de certains parcours des copains, etc. Et je l'ai fait d'ailleurs avec plusieurs... J'ai fait une première étape de 430 km, c'est Menton-Agde, et après j'ai fait 300 km, un peu moins de 200 et quelques kilomètres, parce qu'on peut les faire soit entièrement 2 jours, en faisant, mettons, 300 par jour, soit en faisant une nuit entière comme j'ai fait. J'étais parti à 5 heures d'après-midi, et j'ai fait donc 430 km jusqu'au lendemain. Et puis après j'ai fait 200 km, j'ai fait ça sans problème. Alors j'ai eu quelques anecdotes au niveau hébergement, je sais pas si on en parle, parce que le premier soir, donc, je me suis arrêté pour avoir couché à un hôtel-restaurant. J'ai trouvé un endroit, ils m'ont dit, il y avait un escalier, mais ils me disent, votre vélo, vous le mettez là. Alors là où ils m'avaient dit de le mettre, chaque fois qu'on ouvrait une porte, ça tapait dessus. Alors ils m'avaient même servi la soupe du repas, et quand je dis non, je peux pas le laisser là. Ah si, il me dit, vous le laissez là. J'ai repris mon vélo, je suis parti. Et du coup, après, j'ai trouvé un autre hôtel, où là, j'avais le summum, j'avais mon vélo dans la chambre. Ça ne peut pas rêver plus pour faire pour bien dormir quand on fait un truc comme ça, c'est d'avoir son vélo dans la chambre. Tu avais quel âge à peu près à ta première diagonale? Alors, la première diagonale, ça devait être les années, voyons, 60... ben si, je sais, c'était en 60... j'ai fait mon premier Paris-Brest en 66, j'ai fait des diagonales suisses aussi, parce qu'il y avait à cette époque-là, donc ça devait être les années 60 et quelques, quoi, 60, oui. D'accord. Donc je suis né en 35, je vais se calculer. Et tu as fait les 9 diagonales d'affilée? Non, justement. Je voulais donc goûter un peu à tout, et donc je voulais faire une diagonale. Puis pendant plusieurs années, je ne l'ai pas fait. Puis j'ai un bon copain qui m'a dit un jour, quand faisait lui déjà, il m'a dit, je voudrais faire un Brest-Menton, est-ce que tu ne pourrais pas m'accompagner? Alors j'ai dit, allez bon, je vais l'accompagner, je l'ai fait. Et après, bon, petit à petit comme ça, j'en ai d'autres qui m'ont demandé, parce qu'après j'en ai fait aucune seule, je les ai fait toute en équipe. D'ailleurs je pense qu'il vaut mieux, parce que s'il arrive quelque chose, il vaut mieux être à quelqu'un d'autre. À mon avis, c'est pas très prudent de partir dans un truc comme ça tout seul. Bon, surtout quand on est âgé, même quand on est plus jeune. Donc, comme ça, je me suis inclus dans des équipes que je connaissais pas très bien, des fois. Ça s'est toujours bien passé. Et puis après, alors surtout, là j'en ai fait plusieurs avec le fameux Paul Fabre. Alors avec lui, c'était un régal. On a eu une amitié très forte, tous les deux. Et, alors, j'en ai fait plusieurs avec lui et d'autres. Et avec moi, il en a fait 2 avec moi. C'est moi qui ai préparé le parcours, mais c'est lui qui faisait la locomotive. D'ailleurs, il écrit dans son livre que lui, il aime beaucoup les diagonales, et c'était très complémentaire, parce que quand il y avait le vent de face, c'était lui qui menait, et quand il y avait et inversement, c'était moi qui menais. Donc une égalité parfaite, quoi. Presque. Voilà, une égalité parfaite. Alors c'était un costaud,
Donc, quand j'étais derrière lui, il me disait, quand je suis derrière toi, ça sert à rien, il me disait. Et puis lui, il sentait pas le vent, apparemment, ça a été formidable. Alors, tous les récits ont été écrits, mais alors lui, les deux gars, il a écrit le récit, et qui sera dans mon livre que je publie là. On va parler du livre, et avant, combien de Paris-Brest tu as fait? Alors là pareil, je voulais faire de tout. J'ai fait 2 Paris-Brest, un premier en 66, qui est un randonneur, et 10 ans après, en 76, un Audax. Ce qui fait que j'ai les 2 brevets, le randonneur 5000, et puis l'aigle d'or Audax, et pour les randonneurs, c'est randonneur 5000. J'ai les 2 brevets comme ça de grande distance. L'aigle d'or Audax, bien sûr, c'est 200, 300, 400, 600, 1000, les 1200 Paris et un autre 1000. Alors, Paris-Brest, diagonale, dans ta vie de cycliste, tu as fait 63 semaines fédérales. Quelle évolution tu as pu voir entre la première semaine fédérale et maintenant? Alors ma première semaine fédérale, en réalité, elle devait être en 1957, à l'époque avec mon frère depuis Bordeaux. On allait à toutes les semaines en vélo, en cyclo-camping. Et à l'arrivée à Chambéry, il y a une voiture qui a brûlé un stop, il a vu son vélo accidenté, on n'a pas pu la faire, la première. Alors la première que j'ai faite, d'ailleurs il n'était pas, lui c'était en 58 à Rennes. Et elle était itinérante, c'est la seule fois qu'elle était itinérante. C'est-à-dire, elle faisait un circuit, avec des camionnettes qui portaient les bagages, et on revenait à Rennes. C'est la seule fois. Et puis après, ça a toujours été d'un point fixe. Sauf qu'il y a eu un cas particulier où la moitié de la semaine avait été à Saintes et l'autre moitié à La Rochelle. C'était bizarre, c'est une bizarrerie, mais tout le reste du temps, c'est toujours d'un point fixe. Et en général, elles avaient toujours lieu en août. Les quelques fois où ils l'auraient mis en juillet, il y a eu une baisse sensible de participants, parce que les Français prenaient quand même dans l'ensemble leurs vacances en août. Et alors maintenant, il y a une baisse parce que, de toute façon, depuis le Covid, il y a eu un gros problème, je sais pas. Et puis, les dernières semaines, ils les ont mis en juillet, donc je pense que ça provient aussi pour ça. Alors l'année prochaine, ils remettent en août, et là, peut-être, on va voir que ça va remonter. Parce qu'il faut savoir que la plus grande semaine, la plus nombreuse semaine fédérale, ça a été à Quimper, il y a quelques années, on était 15 000. En quelle année c'était à Quimper? Je ne me rappelle plus exactement. 15 000. Je peux le trouver facilement chez moi. Il y a plusieurs années de ça, ça fait assez longtemps quand même. Et la première semaine, j'ai oublié de dire que la première semaine que j'avais faite, on n'était même pas tout à fait 200, dans les 200. C'est tout? Oui, c'était passé de 200 à 15 000. Ouais, voilà. Et puis ça a redescendu maintenant, c'est redescendu. Maintenant, je crois qu'ici, c'est entre 6 et 8 000, je crois. C'est à peu près ça, on est un petit 7 000, je crois, d'inscrits. Ouais. Et tu as toujours campé lors des semaines fédérales? Non, alors au début, je campais. Puis après, quand j'étais marié, ma femme m'accompagnait, elle faisait aussi, on faisait un peu, pas de vélo autant que moi, mais elle en faisait, donc on campait. Et le camping fédéral, d'ailleurs, c'était assez folklorique, parce qu'il y avait des installations provisoires en tôle, comme moi je faisais à l'époque. À l'époque, je faisais tous les grands parcours, avec certains copains, tous les grands parcours, même quand il y avait des cols, comme la semaine fédérale de Pamiers en 1980, je crois que c'était. Je partais à l'aube, on revenait au crépuscule, on avait fait des 180 km des fois avec des cols. Ah oui, là vraiment, et en visitant, c'était vraiment exceptionnel. Et donc, et quand on revenait, bien sûr, quand on allait se doucher, il n'y avait plus d'eau chaude. Donc toutes les fois, je voulais que je me douche à l'eau froide. Et puis le matin, il y avait un gros problème parce que il y avait une queue pour aller au water. Et moi, qui suis assez pressé, et puis qui a bien resté, ça me posait de gros problèmes. Alors après, petit à petit, après, je l'étais fait seul, et j'allais dans les lycées. Dans les lycées, mais en demandant quand même, si possible, une chambre individuelle, parce que j'aime bien Et alors, dans les lycées, il y en a quand même des chambres de surveillants, etc. Le gros problème, c'est que souvent, les lycées, il n'y a pas d'escalier. Alors j'avais donc essayé d'avoir aussi les rez-de-chaussée. Bon, et après, des fois, j'allais à l'hôtel. Et puis maintenant, comme c'est très difficile de trouver des hôtels, je vais chez l'habitant. Ça fait 3 ans que je vais chez l'habitant. Chaque fois, je tombe très très bien. Là, je suis à 2 km à peine. J'ai mis une chambre individuelle avec douche. Okay. Il y a juste un autre couple. Enfin, on sort des petits déjeuners somptueux. Est-ce que tu penses que tu es celui qui a fait le plus de semaines fédérales? Mais je sais pas que je pense. C'est sûr. C'est sûr. Celui qui vient après, c'est un Italien qui en a fait 5 de moins que moi.
Et toi, tu en as fait donc... J'en ai fait donc 63, mais j'en ai manqué 4 pour cas de force majeure, je peux préciser lesquelles d'ailleurs. J'ai manqué d'abord celle de Pau en 60, où je suis parti directement en Algérie, 28 mois de service. Après, j'ai manqué celle de Charleville-Mézières en 98, je crois, où je me suis cassé le cou d'une semaine avant en tombant en feu rouge sous la pluie en vélo. Et après, j'ai manqué celle de Loudéac, où j'avais eu un accident aussi. C'était la quatrième. Alors, j'ai manqué Pau, Charleville, Loudéac. Maintenant, j'ai un trou, j'en ai manqué 4. Loudéac, c'était il n'y a pas longtemps. Oui, non, mais quel autre? Pont-à-Mousson, tu y étais? Non, oui, j'y étais. Attends, qu'est-ce qu'il y avait avant Niort. Oui, j'y étais, ça. Et il faut savoir qu'à Cognac, c'était ma 60e, ils ont fêté ça en m'offrant le couvercle d'une barrique de cognac, sur lequel il y avait écrit que c'était ma 60e semaine fédérale. Oui, il y a certaines précisions, si c'était possible, que je pourrais donner dès que je suis chez moi. Oui, par exemple, les dates de diagonales, etc. Les dents des diagonales que j'ai faites, je peux... je sais qu'avec mon copain, on avait fait Brest-Strasbourg, et puis Dunkerque-Andai, je crois. Seul avec lui, parce qu'après j'en ai fait d'autres, avec d'autres copains. Quoi. Et les dernières que j'ai faites, j'avais fait Brest-Strasbourg avec mon copain, là, donc Paul Fabre, quand il y avait la semaine fédérale, je sais pas, à côté de Strasbourg, là, comment c'était Cernay, peut-être peut-être Cernay, oui. Cernay. Et puis, après, j'en ai fait la dernière, c'était à Sommat, Strasbourg-Perpignan, que j'ai fait, on était plusieurs, dont mon copain. Et j'ai bien sûr offert le champagne en arrivant, puisque c'était ma dernière. Et je rêvais, moi, comme j'aimais pas vraiment les grandissages, je ne rêvais qu'au moment où j'allais arriver, quoi. Mais alors, t'aimes pas les longues distances, et pourtant, la première, t'as fait une étape de 400 km. Oui, parce qu'on m'avait dit que c'était plus facile. Ah, ouais. Et alors, il faut savoir quand même que j'avais un vélo de randonnée 650, où mon frère était spécialiste de la position, j'avais une excellente position, on utilisait des petits paquets, j'avais mal nulle part. Même quand je faisais l'agrandissage, j'ai pas eu mal derrière, rien. J'avais mal nulle part, mais j'en avais marre de trouver que c'était trop long. C'était psychologique. Okay. Tu me fais le lien direct, c'est que j'ai rencontré il y a quelques mois Gilbert Jacon, que j'ai revu samedi matin, qui m'a dit « Enregistre Henri, si tu peux le voir ». Vous êtes en train de préparer un livre, tous les deux, sur le 650. Tu es l'apôtre sur 650. Oui, mais pas que sur le 650, sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Qu'est-ce que tu peux dire sur le 650 ? Pourquoi le 650 pour toi ? D'abord, quand j'ai commencé le cyclotourisme, effectivement, une bonne partie des cyclotouristes habitués roulaient sur ce standard. Standard 650, qui est un intermédiaire, un compromis entre le 700C des vélos de course et les VTT qui sont arrivés plus tard, qui étaient les 26 pouces. Donc avec des jantes un peu plus petites, plus solides, pour les descentes, on a un centre de gravité plus bas, elles sont plus légères, enfin, on peut avoir des pneus relativement gros pour le confort. Donc ça, il y avait un certain nombre de qualités qui vraiment, et à ce moment, les artisans aussi les grands artisans faisaient des randonneuses sur mesure en particulier, et la plupart du temps 650. Et après, petit à petit, avec le retour du vélo, parce que il faut savoir qu'aux années 1960, on était au plus bas à la fédération, on était à peine 5-6 000 à peine. Et après, il y a eu vers les années 70-75 un retour du vélo, mais alors pas du vélo comme le faisaient les cyclotouristes, c'est-à-dire du vélo sportif uniquement. Les gens faisaient du vélo pour lutter contre la sédentarité, pour la santé. Bien qu'entre nous, ils ont fait d'un seul coup du vélo trop sportif, et le vélo trop sportif, c'est pas bon pour la santé. C'est pour ça que moi, je suis partisan du cyclotourisme doux, où on fait pas d'efforts violents. Et là, dans ces conditions, les vélos qu'il y avait en vente partout, qui étaient souvent du 650, ont quasiment disparu au profit des vélos légers type course. Donc le 700C, et à ce moment-là, pratiquement le 650 a failli disparaître. C'est pour ça qu'en 1995, j'ai créé une confrérie pour défendre le 650.
Et apparemment, on a assez bien réussi, puisque, à un moment, on a été jusqu'à 1200 adhérents. On a fait des interventions auprès des fabricants, pour les pneus, pour les jantes, et donc on a vraiment empêché qu'en France ça disparaisse. Il faut quand même savoir que ce standard existait aussi quand même dans les pays scandinaves. Mais il avait aussi tendance à disparaître. Donc on a créé une revue, enfin, et puis petit à petit, finalement le standard 650 est revenu à la mode, et actuellement, c'est une belle revanche pour moi, parce qu'à l'époque tout le monde me disait, tu fais un combat qui sert à rien. Maintenant, une grande majorité des vélos, dans toutes sortes, sont en 650B, mais ils l'appellent 27 pouces et demi. Alors, mais si on regarde sur les pneus, vraiment, il y a bien une 650B ou 584. Il faut savoir que les standards de roue se définissent par le diamètre intérieur de la jante, et je peux définir les principaux standards. Le vélo type course en 700C, sur la jante, sur le pneu, il y a écrit 622. S'il n'y a pas 622, le pneu ne peut pas aller sur le bicycle normal. Et après, il y a le 650A, qui est un 650 anglo-saxon, qui existe très peu en ville, mais qu'on trouve encore dans certaines grandes surfaces, comme un vélo urbain. C'est 590. Et puis le 650B des cyclotouristes français, et puis à l'époque scandinave, c'est 584. Et il y a également un vélo type course avec des petits pneus pour les femmes, qui est en 650C, il y en a ici à Semaine-Ferrat d'ailleurs. 650C, c'est 571. Et puis ce qu'on appelait le VTT classique, c'est 559. Le 650, un des avantages, c'est le confort, parce que des plus oui, grosses sections... oui, le confort, parce qu'on met des sections un peu plus grosses. La robustesse aussi, parce que c'est des pneus plus costauds. Donc, avec des pneus de 35 à peu près, on pouvait rouler partout. D'ailleurs, on ne se gênait pas à l'époque pour aller ce qu'on appelait des cols muletiers, des cols en cailloux, etc. Alors, ce qui nous a fait bien rigoler à tous, c'est que maintenant qu'ils ont découvert, soi-disant, le gravel. Alors ça, il y a pas pour rigoler, moi, vraiment, je rigole. Parce qu'ils présentent ça comme une nouveauté, alors que nous, on a toujours roulé avec des pneus qui nous permettaient de rouler sur des routes non goudronnées. Alors, franchement. Et il y a aussi maintenant, ce qui nous fait rigoler aussi, c'est le bikepacking. Parce que ça consiste à charger des vélos avec des sacoches n'importe comment dessus, avec des trucs esthétiquement plus c'est affreux, mais ça leur permet de changer des vélos qui sont pas faits pour ça. Parce que pour changer un vélo, normalement, il faut qu'il y ait des porte-bagages, ce qu'on appelle nos randonneuses, parce que notre coffret, on a fait fabriquer des randonneuses, où il y a donc tout ce qu'il faut, les garde-boue, l'éclairage, et des porte-bagages sur WC avant arrière qu'on peut sortir, donc pour avoir vraiment les sacoches comme il faut. Donc, à partir du moment où les porte-bagages ont été inventés, le bikepacking a disparu. Et maintenant, ils le relancent comme une nouveauté, là. C'est comme une nouveauté. Alors, ils font porter des charges à des vélos qui sont pas faits pour ça, et qui, donc, ils peuvent même avoir des problèmes au niveau sécurité. Parce que un vélo, il faut quand même, par exemple, un vélo de cyclotourisme fait par un artisan, si vous voulez charger comme il faut là-bas, il vous renforce la fourche, par exemple. Il faut que ce soit prévu. Tu veux dire que le vélo confortable qu'on peut charger existait déjà et que maintenant on l'a réinventé? Oui, non, c'est pas, ils n'ont pas réinventé maintenant, non. C'est le chargement qu'ils ont. Ils ont réinventé un chargement qui existait avant qu'on invente le porte-bagages. Donc, enfin, ils sont rétrogrades, quoi. Ils ont remis à jour quelque chose qui était périmé et qui avait été remplacé par quelque chose de mieux. Ça, c'est ça. Et ils le présentent comme une nouveauté. D'accord. Et donc, toi, tu trouves ça un peu décalé? Oui, mais je trouve ça ridicule, même. Tout ça dans mon livre, je le dis. Alors, ton livre, combien de pages il fait, ce livre? Eh bien, il s'intitule d'abord dans la roue de l'apôtre du 650. Parce qu'il faut savoir qu'on m'appelle, comme j'ai toujours fait le programme de propagande pour le 650, on m'a surnommé l'apôtre du 650. Et donc, j'ai mis là le titre, donc, dans la roue de l'apôtre du 650, et donc ça laisse définir combien il y aura de pages. 650. Voilà. Quel a été le début de l'idée de faire ce livre? En fait, c'est Gilbert Jacon qui m'a vraiment convaincu. Okay. Parce qu'il avait déjà fait pas mal de livres d'autres personnages. Il me dit quand même, vu ma notoriété entre guillemets, il me dit, franchement, il faudrait que tu écrives un livre. Alors, comme j'avais beaucoup écrit, j'ai pas réécrit le livre, j'ai repris tout ce que j'avais écrit, quoi. Enfin, en grande partie, quoi. Mais pas tout, mais enfin,
Voilà, donc, et puis on l'a classé donc, par plusieurs choses. Mais il a vraiment eu beaucoup de patience parce que j'ai beaucoup souvent changé les choses. En fait, mais il a vraiment une opiniâtreté. Il voulait absolument. C'est vraiment le livre. S'il existe, c'est bien grâce à lui. Quoi. Je le mets dans mon introduction d'ailleurs. C'est son opiniâtreté, sa compétence, c'est tout parce que comme il s'occupe des éditions lulu.com là, comme vous connaissez. Ouais. Oui. Donc c'est extraordinaire ces éditions d'ailleurs, parce qu'on peut faire ça à l'unité, on peut les prochains exemplaires, on peut corriger tout. Par rapport à l'édition classique, c'est la nuit et le jour. Quoi. Donc je suis. Donc pour l'instant, mon livre, il est un premier tirage non corrigé, est dans les mains de la présidente. D'accord. Donc il faut être opiniâtre pour ce livre, ce que fait Gilbert, un peu comme une diagonale, hein, c'est un travail au long cours. Et vous avez commencé quand tous les deux à travailler sur ce livre? Je ne sais pas, ça fait 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans, d'accord. Et l'objectif, c'est de le sortir pour quand? Au début, on s'est donné des dates, puis après, il a fallu ne pas en donner. Là, maintenant, comme il faut que je le relise entièrement encore, puis peut-être qu'il serait prêt pour l'Assemblée Générale cette année. Mais moi, j'aurais préféré qu'il soit plutôt prêt pour l'Assemblée Générale de l'année prochaine, parce que l'année prochaine, j'aurai 90 ans, l'Assemblée Générale aura lieu à Albi, chez ma fille, et j'aurai les 75 ans de présence à la Fédé. Donc ça m'aurait été plus opportun de le sortir à ce moment-là. Mais on peut le sortir avant, effectivement. Et donc là, il est dans les mains de Martine Cano, de la présidente. Oui. Faut qu'elle donne une préface en parcourant le livre, quoi. Non, pour les corrections, on ne va pas lui demander des corrections. Les corrections, elles ont été faites par Gilbert. Ouais. Un autre copain aussi, qui s'appelle Jean-Yves Mounier. Et alors, je recommande d'ailleurs son site qui s'appelle Bibliocycle. Alors, vous regardez Bibliocycle. Il présente tous les livres qui sortent sur le vélo. Okay. C'est extraordinaire. Bibliocycle, ça s'appelle. Vous le trouvez facilement sur Internet. Je l'indiquerai dans les notes. Et puis il y a le site aussi de Gilbert Jacquot qu'il faut indiquer. Bien sûr. Et... Avec ces deux choses, avec ces deux sites, on a tout ce qui. Alors moi, il faut savoir qu'au début, moi, comme je suis conservateur de bibliothèque, j'avais fait un répertoire de tous les livres qui paraissent. Non, mais je l'ai arrêté après parce que je ne pouvais plus le faire. Et puis comme Bibliocycle faisait le travail, moi, ça a doublé un peu, donc j'ai arrêté. Peux-tu ajouter autre chose par rapport à ces années de vélo, sur l'importance du vélo dans ta vie, sur un conseil sur la longue distance, quelque chose qui te tient à cœur? Oui, d'abord, comme je dis dans mon livre, le vélo et les livres ont pris une grande partie de ma vie. Et j'ai une grande collection de livres de vélo. Et puis, pour moi, donc, le vélo, c'est une passion qui continue. Et j'ai toujours donc essayé de renseigner les gens pour leur expliquer que le vélo, c'est pas dur comme ils croient le faire, si on le pratique raisonnablement, avec une machine adaptée, une bonne position dessus, des braquets suffisamment petits pour tourner en souplesse, et puis après, sinon il n'y a aucune règle, d'après moi, il n'y a aucune règle générale de vie, il n'y a pas de régime à suivre, il n'y a pas à manger des pâtes tous les jours comme certains. Moi, je ne fais aucun régime, je mange normalement. Je ne fais pas d'excès, c'est tout. Et puis alors, il faut rouler. L'important, c'est qu'il faut rouler tout le temps. Il faut pas. C'est une erreur de s'arrêter dans l'année. Il y en a qui s'arrêtent de 2 ou 3 mois. Bien sûr, certains sont obligés, par exemple, s'ils habitent dans une région enneigée. Mais sinon, il faut rouler tout le temps. Mais toujours rester en dedans, ne pas faire des efforts, parce qu'il y en a qui conseillent même des entraînements type course, avec des fractions, des trucs comme ça. C'est une erreur pour nous, on n'a pas besoin. En cyclotourisme, on a besoin d'aucune truc. Par exemple, ils disent aussi que il faut se chauffer ou s'étirer avant de partir. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, je m'en vais de chez moi comme je sors quand je m'en vais faire mes courses. Quand je mange au restaurant, il y en a qui disent comment tu fais pour partir après avoir mangé au restaurant? Mais pourquoi je pars tranquillement à 20 km à l'heure? Si je partais à 40, je pourrais pas. Donc le cyclotourisme, ça peut se vivre dans la vie courante. Il suffit d'une vie équilibrée, une alimentation équilibrée, pas faire d'excès. Il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Et ça n'empêche pas de faire de la longue distance. Oui, ça n'empêche pas de faire. Mais alors, pour faire la longue distance, il faut quand même
se proposer un entraînement quand même un petit peu adapté, quoi. Il faut aller progressivement, c'est ce que j'avais fait quand même. D'abord, j'estimais que pour faire certaines choses, il fallait au minimum 5000 km, pour faire c'est un minimum. C'est un minimum, et puis, il faut pas de suite aller commencer un brevet de 400, si on n'a pas fait, il faut faire les autres avant, quoi. Il faut y aller progressivement. Si on y va progressivement, alors la meilleure méthode pour apprendre à la grande distance, ce sont les Audax, justement. Ça, c'est très important. Moi, j'ai commencé aussi, je l'ai appris avec les Audax. Parce qu'avec les Audax, on te guide, il y a les pauses, les repas, tout. Quand tu es laissé à l'abandon comme un randonneur, c'est plus délicat. Ou alors il faut être avec quelques copains avec qui tu as l'habitude de rouler, c'est ce que je faisais d'ailleurs moi. Mais sinon, alors vraiment ça c'est important. Pour apprendre la grande distance, les Audax c'est idéal. Il y a quand même un point dans la diagonale, peut-être je ne devrais pas le dire, mais la diagonale, il y avait 2 points importants, c'est les délais et l'autonomie. Et pour les délais, ils sont toujours d'une stricte, c'est incroyable, mais pour l'autonomie, j'ai l'impression que des fois, par le fait que les machines actuellement, je vois les diagonales avec des vélos de course sans rien dessus, ça me laisse perplexe pour le respect de l'autonomie. Bon, j'avais dit ça à un moment, même dans la revue fédérale, je me suis fait taper dessus. Donc je ne sais pas s'il faut mieux pas en parler peut-être, mais je reste convaincu de ça. Parce qu'il y a des tricheurs, mais de façon de faire une diagonale, moi, pour le plus loin que je les ai fait, sans un vélo avec un minimum de sacoche, je pense que c'est pas possible. Pourtant, maintenant, la majorité font ça. Alors, c'est pour ça que c'est pour moi un point délicat. Puis, il y a une chose aussi importante, je le dis, j'avais oublié de le dire, c'est qu'autrefois, quand on faisait les diagonales, on préparait le circuit avec les cartes, et après, on cherchait sa route. C'était pas toujours évident, des fois. Surtout, quelquefois, pour la traversée des villes, on se perdait. Enfin, mais, donc, j'avais dit, finalement, les diagonales, c'est ce qui reste comme pour avoir de l'aventure. Pour avoir de l'aventure, par diagonale, on a vraiment l'aventure. Et maintenant, avec les GPS, ils n'ont plus la moindre rien. Ils font tout, ils cherchent rien, ils n'ont même pas besoin de carte. On leur dit tout ce qu'il faut faire. C'est un peu dommage. On a perdu l'aventure. Bon, il en reste quand même un peu d'aventure, même si tu as un GPS. Oui, mais enfin, je sais pas. Et par contre, ce que j'aimais, la diagonale, il y en a qui disent que c'est pas du cyclotourisme. C'est vrai, c'est pas du pur cyclotourisme, mais cette traversée quand même, la traversée en si peu de temps de la France entièrement, où on voit changer devant toi les paysages, les accents des gens. Enfin, en rien de temps, c'est, comme disait Jacques Fossat, c'est des bottes de 7 lieues, quoi. C'est un peu extraordinaire de pouvoir, en si peu de temps, voir changer tout ça. Et c'est un point fort, à mon avis, des diagonales, même si on n'a pas le temps de visiter. C'est cette vue générale qu'on a, qu'on voit changer tout, là, au fur et à mesure, les styles des maisons, tout, en rien de temps, c'est quand même assez extraordinaire. Les diagonales, ça a bientôt une centaine d'années, à peu près. Il n'y a pas tant que ça de pratiquants. Pourtant, la longue distance marche très fort. Elle vend en poupe. Comment on pourrait attirer les gens vers les diagonales? Maintenant, c'est maintenant qu'ils ont commencé depuis 2 ans avec quelqu'un du comité directeur, Gibon, je crois qu'il s'appelle. Jusqu'à maintenant, la grande distance, effectivement, ça avait décliné. Pourquoi? Parce que les gens recherchent le moindre effort. C'est pour ça que ça coïncide avec le développement des VAE. Les gens ne veulent pas se faire... Donc, ce qui fait que, par exemple, ça s'est trouvé dans les brevets montagnards, les BCMF, il y a presque plus personne qui les fait. Parce que quand il faut faire plusieurs cols dans la journée, plus de 200 km avec 3 000 mètres de dénivelé, les gens, avant, il y avait du monde qui le faisait. Maintenant, il y a de moins en moins. Donc, il y a d'une façon générale, les gens veulent plus se fatiguer, quoi, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que les brevets montagnards aériens, les grandes distances, ça avait un petit peu disparu, ça avait tendance à disparaître, mais j'essaie maintenant de les relancer, peut-être que ça va marcher. Ça revient. Mais c'est vrai que c'est quand même, effectivement, il faut accepter des fois, c'est pas tout rose, des fois on n'est pas bien. Enfin, moi, il y en a qui m'ont dit, parce que j'ai fait toutes mes 9 diagonales du premier coup, alors j'en connais qui en ont fait beaucoup plus et qui ont échoué à certaines. Alors ils m'ont dit, tu as eu beaucoup de chance. Je dis non, c'est pas que ça, je n'ai pas eu de malchance. C'est différent, parce que moi, les diagonales, je les préparais physiquement, intellectuellement.
Et quand je partais dans l'idée j'avais pas dans l'idée que je pouvais abandonner, sauf accident grave, bien sûr, accident mécanique, mais des fois j'ai eu des problèmes, j'ai eu très mal à genou, enfin, mais je partais du principe que c'est un investissement quand même, comme préparation, voyage, physique, même financier, c'est un investissement. Donc, pour moi, quand je partais, je n'envisageais pas d'abandonner. J'avais un copain là, qui en a fait beaucoup. Un jour qu'il faisait chaud, je n'étais pas avec lui. Il est passé à côté de chez lui, il s'est arrêté, il n'est pas reparti. Moi, c'était une chose que je ne concevais pas, moi, ça. Eh bien, merci beaucoup, Henri, pour avoir partagé ta longue expérience du cyclotourisme, une belle expérience. Ton retour sera précieux, assurément, pour tous ceux qui souhaitent faire de la longue distance, s'intéressent aux diagonales, s'intéressent au cyclotourisme. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au revoir Henri, merci. Merci.